Merci pour l'introduction. Alors oui, je suis doctorant au CRAL, donc au Centre de recherche d'astrophysique de Lyon. Et mon sujet de thèse, c'est sur la naissance des premières étoiles de l'univers. Alors moi, je les étudie avec des simulations numériques. Du coup, j'ai plus la vision numéricien, théoricien que celle vraiment d'observateur. Mais j'ai quand même essayé de mettre des observations et ce qu'on peut faire, parce que c'est quand même très compliqué pour les premières étoiles de les voir vraiment. Quelque chose d'un petit peu théorique, mais j'espère que ça va vous plaire. Alors, premier point, c'est le graphe que tout le monde connaît, qui va du Big Bang, ce qu'on considère être le début de l'univers, à aujourd'hui. Alors nous, on vit dans une galaxie qui ressemble à celle-là, la Voie lactée. On a un soleil qui est une étoile parmi tant d'autres. Simplement, l'univers tel qu'on le voit aujourd'hui, avec du coup ces galaxies, ces amas de galaxies, ces planètes, ces étoiles, c'est le résultat de près de 14 milliards d'années d'évolution depuis le Big Bang, un état extrêmement chaud et dense jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on voit actuellement, c'est ce qu'on vit actuellement, c'est juste un instant de l'univers. Et si on veut par exemple comprendre ce qu'on voit aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on peut s'intéresser au tout début de l'univers et à comment au fur et à mesure les structures se sont formées, les étoiles se sont formées, les planètes, etc. Et l'univers tel qu'il était il y a plusieurs milliards d'années, par exemple il y a 1 milliard d'années, il ne ressemble pas du tout, mais vraiment pas du tout, à ce qu'on l'observe aujourd'hui. Et ainsi de suite, plus on remonte, plus ça va être différent. Du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette partie-là de l'univers, environ 100 millions d'années après le Big Bang. Donc 100 millions d'années, c'est très peu par rapport à 14 milliards d'années à l'heure actuelle. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui est très vieux et on observe un univers qui est très jeune en fait. Du coup, maintenant, je vais un peu me focaliser sur le Big Bang, juste rapidement, pour comprendre un petit peu déjà ce qu'on en comprend et pourquoi est-ce que c'est important pour la suite. Alors ça, c'est un graphe. Sur le graphe, on ne va pas s'intéresser à tout. Juste le Big Bang. Du coup, bon, c'est une singularité, quelque chose qu'on ne comprend pas complètement. Ça va très vite ensuite. Du coup, on a rapidement une phase qu'on appelle l'inflation. C'est un moment où l'univers est en expansion extrêmement rapide. Et ça joue un grand rôle parce que l'inflation, elle hérite de ce qu'on appelle les fluctuations quantiques du début du Big Bang. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui vont être un peu différents d'autres, très faiblement différents. Mais l'inflation, elle va un peu accentuer cette différence. Et du coup, on va se retrouver avec des zones qui vont être notamment un petit peu plus denses que d'autres. Et on verra que ça va jouer un rôle. Du coup, quand c'est dense, on dit que c'est un peu plus lourd. Ensuite, très rapidement après, vous voyez, une microseconde après, on a des protons qui sont formés. Du coup, les protons, c'est vraiment l'élément un peu de base qui forme toute la matière. Quelques millièmes de secondes après, on a le début de la fusion. Et après, 3 minutes après, fin de la fusion nucléaire. Alors, la fusion nucléaire, c'est ce qui se passe dans les étoiles. C'est-à-dire qu'on prend des éléments légers, on les mixe ensemble et ça fait un élément plus lourd. Par exemple, 2 protons vont former un atome d'hélium. Et ainsi de suite. Ça crée de l'énergie. Et cette phase-là, elle est assez importante. Elle n'est encore pas complètement bien comprise parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, les éléments qui sont formés vont rester identiques. C'est-à-dire que l'hélium, elle va rester un hélium. Si on a formé du lithium, on garde le lithium. Mais ça va donner un peu les conditions initiales pour la suite. Ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Et enfin, 380 000 ans après, on a ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Et on va y revenir après. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment de voir que le Big Bang, c'est très rapide. Et à la fin, on a quelque chose à peu près homogène, qui est constitué avant tout d'hydrogène et d'hélium. Et qui est une période très rapide de l'univers. Et ensuite, du coup, nous, on va s'intéresser un petit peu après. Parce qu'évidemment, il n'y a pas encore d'étoiles. On est ce qu'on appelle dans l'ère sombre de l'univers. Alors là, c'est encore le même graphe du temps,
Du coup, il y a le Big Bang, et là, c'est encore 380 000 ans après le Big Bang, c'est le fond diffus cosmologique, parce qu'on a la fin du graphe précédent. Et ensuite, de cette année-là, de cette date-là à environ 100 millions d'années après, eh bien, on n'a aucune source de lumière. Alors, c'est ce qu'on appelle un âge sombre. C'est entre, du coup, la fin de ce fond diffus cosmologique. Alors, on peut être, du coup, l'âge sombre, ça peut faire un peu science-fiction, mais c'est juste parce qu'en fait, il n'y a aucune source de la lumière, rien qui crée des photons. Et du coup, on peut vraiment rien voir de cette période-là. Voilà. Par contre, est-ce qu'il n'y a vraiment aucun photon? Du coup, les photons, c'est les petites particules de lumière qu'on capte avec nos yeux et qu'on voit. Eh bien, pas vraiment, parce qu'on a déjà les photons du fond diffus cosmologique. Du coup, c'est cette date-là qui est très importante dans l'univers et qu'on peut observer. On l'a observé et ça donnait cette image-là. Alors, qu'est-ce qu'on observe en fait? C'est qu'il y a un moment, auparavant, la matière était extrêmement chaude et dense, tellement chaud et dense que les photons, lorsqu'ils partent, ils vont tout de suite rencontrer un autre élément de matière. Et du coup, un photon, il a un libre parcours moyen, c'est-à-dire qu'il est très très faible, c'est-à-dire qu'il est tout de suite absorbé. Et d'un coup, avec l'expansion de l'univers, l'univers s'étend, du coup la matière est moins dense, et bien un photon qui est émis, il va pouvoir parcourir l'univers, et du coup, en fait, il est libre le photon. Et s'il est libre, et bien il peut parcourir jusqu'à nous, et nous, on peut ainsi l'observer. Et du coup, vous avez le satellite Planck, qui est un satellite européen, qui a observé cette lumière-là, vraiment le rayonnement fossile de l'univers, qui nous indique beaucoup de choses. D'abord, ils indiquent que le Big Bang a bien eu lieu, puisque c'est une des prédictions très fortes du Big Bang. Ils indiquent aussi que c'est vraiment uniforme. Là, vous voyez les taches rouges, elles représentent des variations de 0,01%. Du coup, on a un milieu qui est très très uniforme à ce moment-là. Et ça, c'est assez important pour la suite de l'univers. On va y revenir. Et du coup, à l'heure actuelle, ce rayonnement-là, il correspond à une température de 2 Kelvin à peu près, 2,5 Kelvin. Mais à l'époque, en fait, il était encore assez chaud. Du coup, si nous, on avait été à ce moment-là, on aurait vu quelque chose à 3000 Kelvin. Bon, par comparaison, le sommeil, du coup, on aurait vu un petit soleil, en fait. Quelque chose plutôt rouge, plus rouge que le soleil. Du coup, il y a pas vraiment il y a de la lumière, parce qu'il y a le rayonnement fossile, mais il n'y a aucune source de lumière. Mais du coup, on appelle comme ça l'âge sombre. Parce qu'il n'y a pas de source vraiment de lumière. Tous les photons sont des photons qui sont traversés. Mais aucun photon n'est créé. Du coup, on va revenir à ce fond diffus cosmologique. Alors, est-ce que dans il n'y a pas de source de lumière, mais est-ce qu'il ne se passe vraiment rien? Eh bien non. En effet, il y a déjà la gravité qui joue. Et la gravité, elle va accentuer les petites perturbations. Du coup, vous voyez, au début, on a une carte comme ça, avec des endroits qui sont plus denses que d'autres. Un endroit qui est plus dense, il est plus lourd. Et du coup, comme le Soleil attire la Terre, un endroit plus dense, il va attirer la matière autour de lui. Et ainsi, la matière va au fur et à mesure tomber et être attirée par ces endroits plus denses. Et ici, on voit bien que du coup, il y a des variations qui sont infimes en fait. 0,1%. C'est-à-dire, la comparaison qu'on peut prendre, c'est on a un continent, genre l'Asie. Et bien en fait, les variations sont que le continent, il y a 1 cm près, il est plat. C'est vraiment des variations de 0,1%, c'est à peu près cet ordre de grandeur-là. Du coup, on a vraiment quelque chose qui est extrêmement homogène et qui, au fur et à mesure, avec la gravité, va former de plus en plus d'inhomogénéité. Et du coup, ce qu'on appelle des protogalaxies, c'est-à-dire des endroits plus denses vont se former. Lorsque la matière s'effondre, elle forme des filaments. Ça, c'est le résultat d'une simulation numérique que j'ai tournée, et où on veut voir l'univers très ancien, et au fur et à mesure que ça c'est le redshift, mais au fur et à mesure que ça diminue, du coup, que le temps avance, et bien on fera des espèces de filaments. Vous voyez les filaments, et à l'intersection de ces filaments, il y a des endroits encore plus denses, et c'est dans ces intersections-là
que les premières galaxies vont se former. Alors ces objets sont assez petits. Voilà, il y a des endroits qui sont vraiment denses et le gaz tombe dedans. Ces objets sont assez petits, d'une centaine d'années-lumière, et du coup par comparaison, la Voie lactée c'est 52 000 années-lumière. Du coup vous voyez qu'on a vraiment des espèces de proto-galaxies, des bébés galaxies, quoi, des assemblages de gaz qui vont former ensuite les galaxies. Alors c'est pas vraiment des galaxies, parce que du coup il n'y a pas d'étoiles, c'est encore que du gaz sombre, il n'y a pas de source de photons, on est encore dans l'âge sombre. Alors j'ai rajouté là, on a une force interaction matière noire, matière ordinaire. En effet, alors à l'heure actuelle, dans la galaxie, la matière noire elle joue un rôle qui est important mais pas primordial. Ici là, c'est la matière noire qui guide un peu comment est-ce que les baryons vont tomber dans les puits dans ces endroits un peu plus denses. Ouais. Ces filaments que vous montrez, ouais. Ils seraient en quelque sorte la conséquence des variations de densité du fond du cube. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que vous mettez là-dedans aussi les oscillations baryoniques acoustiques? Oui, on les met plus ou moins, mais... Est-ce qu'elles entrent dans le jeu de ces filaments? Non, parce que l'échelle est trop petite. Il faut expliquer peut-être à l'auditoire ce que c'est que les BAO, en un mot. Les BAO, c'est quelque chose qui s'est passé lors du Big Bang, qui est que la matière noire, du coup cette hypothétique matière qu'on n'observe pas, mais dont on sait indirectement qu'elle est là, on ne sait pas ce que c'est exactement, elle s'est découplée avant les photons. En fait, elle a été indépendante avant les photons, et sur une certaine longueur. Et lorsque les photons se sont découplés au moment du fond diffus cosmologique, la matière noire avait déjà commencé à s'effondrer. Du coup, on avait déjà des plus grosses surdensités de la matière noire que des baryons. Et ensuite, les baryons sont tombés dans des puits, dans les puits créés par la matière noire. Et du coup, il y a une trace liée à ça. Et ce qu'on appelle le BAO, du coup, les oscillations acoustiques baryoniques. Baryonique, c'est la matière ordinaire, et c'est lié à peu près à ça. Donc c'est un phénomène qu'on a vu, mais qui est à beaucoup plus grande échelle que ce qu'on a là. Et du coup, non, le seul phénomène qui mène à ces filaments de matière, c'est la gravité vraiment. En fait, ça tombe, en fait, on tombe et après les filaments se rejoignent dans des nœuds qui sont des zones plus denses. Du coup, là, vous avez bien vu les filaments. Mais après, il y a une autre simu où on voit bien aussi les filaments. Ah oui. Du coup, là, j'ai fait un petit aparté. Du coup, pour l'instant, on n'a pas d'étoiles. Mince. J'ai fait un petit aparté juste pour, à l'heure actuelle, comment les étoiles se forment. Alors, vous imaginez, on est dans la Voie lactée. Ce qu'il nous faut, une étoile, c'est constitué de gaz. Le gaz, c'est principalement d'hydrogène et d'hélium. Alors à l'état initial, on a un nuage de gaz, du coup il nous faut beaucoup de gaz au début, avec plusieurs surdensités. Encore une fois, les surdensités, elles vont attirer la matière par gravité, et du coup ce sera là-dedans qu'on va avoir la naissance d'objets encore plus denses, en l'occurrence des étoiles. Alors, un nuage de gaz, c'est par exemple la nébuleuse de l'Aigle, un gros truc, et dans lequel on a des zones plus denses. Là on peut commencer à les voir. Ces zones plus denses, elles vont s'effondrer gravitationnellement, parce qu'elles sont trop lourdes, et du coup en quelques millions d'années, on a la formation de quelque chose qui est vraiment indépendant du nuage parce que ça s'effondre sur lui-même. Et à un moment, on arrive à avoir des surdensités telles que, eh bien en fait, la température et la densité font que les réactions de fusion commencent. Du coup, les réactions de fusion, c'est les réactions qu'on a dans le Soleil. C'est par exemple un hydrogène plus un hydrogène donne un hélium. Cette réaction-là, elle produit énormément d'énergie. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a ce qu'on peut appeler une étoile. Du coup, on arrive à les observer, par exemple avec le télescope ALMA. Enfin, c'est un radiotélescope, mais peu importe. Et du coup, là, il y a aussi des jets qui sont émis. Et on a la formation d'un disque d'accrétion, parce que
les matériaux continuent à tomber sur l'étoile en formant un disque. Et puis après, à la fin, si on continue un peu plus loin, si on s'intéresse à la Terre, on a la formation des planètes. Ça, c'est un peu un autre sujet. On arrive à les voir maintenant encore grâce à ALMA. On voit des ronds là. Ça, c'est des ronds qui sont dus à des planètes dans un disque d'accrétion. Et au centre, on a l'étoile. Et puis à la fin, du coup, on a un système solaire. Ça, c'est pour la formation des étoiles à l'heure actuelle. Par exemple, le Soleil, ou bien celle qu'on voit dans la nébuleuse de l'Aigle, ou bien cette image-là. Pour les premières étoiles, c'est pas exactement la même chose qui s'est passé. Déjà parce qu'on n'avait pas de galaxies, on n'a pas vraiment de nuages moléculaires comme on a là. Mais principalement, il y a un autre sujet, une autre différence majeure, c'est que le gaz qui est ici, qu'on a à l'heure actuelle, il est principalement composé d'hydrogène et d'hélium, mais pas que. On a aussi du fer, du carbone, de l'oxygène, etc. Et tous ces éléments-là, même s'ils sont extrêmement rares à l'échelle du Soleil, par exemple dans le Soleil, on n'a que 2% d'éléments qui ne sont pas de l'hydrogène ou de l'hélium, contrairement à ce qu'on observe sur Terre. Et bien en fait, ces éléments-là, même s'ils sont présents à l'état de trace, ils ont un rôle assez important. Alors, qu'en était-il des premières étoiles? Alors ça, c'est un tableau périodique, un peu classique, sauf que en color, la couleur, correspond à où se sont formés les éléments. Alors, hydrogène en haut à gauche, hélium, un petit peu lithium, c'est en bleu. Ça veut dire que ça s'est formé dès le Big Bang. À la sortie du Big Bang, on avait de l'hydrogène, de l'hélium et un tout petit peu de lithium. Tous les autres éléments, il n'y a pas de bleu. Ça veut dire qu'en fait, ils ont été formés ensuite. Alors, on peut regarder un peu où est-ce qu'ils ont été formés, principalement par les étoiles. Vous voyez, les étoiles peu massives, par exemple le Soleil, ça va former beaucoup de carbone et d'azote, le N. Après, les étoiles beaucoup plus massives, c'est principalement oxygène, fer, etc. Et ensuite, il y en a certains qui sont fabriqués sur Terre, parce que ça n'existe pas, il n'y a pas d'éléments stables. Mais ce que ça veut dire, c'est que pour les premières étoiles, eh bien, on n'avait que hydrogène et hélium à ce moment-là. Et même s'il n'y a que 2% de carbone, d'oxygène et tout dans le gaz interstellaire à l'heure actuelle, en fait, ces éléments-là, ils jouent un rôle extrêmement important pour la formation des étoiles. Ok. Et en fait, la différence, c'est que ces éléments-là, ils permettent, qu'on va dire, de refroidir le nuage de gaz. C'est-à-dire qu'ils ont des raies d'émission qui permettent que le nuage de gaz il soit environ à une dizaine de Kelvin. Du coup, ça reste très froid, mais ça reste beaucoup plus chaud que le gaz qu'on avait pour les premières étoiles. Et en fait, le gros problème, ça va être que ce qu'on appelle la masse critique nécessaire pour l'effondrement d'un nuage de gaz, elle est proportionnelle à la température du gaz à la puissance 3,5. Alors ça peut se comprendre. Vous voyez, vous avez un énorme nuage de gaz qu'on va comprimer. Alors si on le comprime, s'il tombe sur lui-même de façon gravitationnellement, il va perdre de l'énergie gravitationnelle. Et du coup, cette énergie gravitationnelle, il va falloir qu'il la perde, si on veut qu'il s'effondre. Et du coup, la seule façon de la perdre, c'est d'émettre des photons. Et pour cela, il faut qu'il puisse émettre des photons. C'est-à-dire que les composants qui le constituent aient des raies d'émission qui correspondent à une température assez faible, en émettant des photons. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas d'éléments qui puissent vraiment émettre des photons, mis à part le dihydrogène, la molécule H2, et qui n'est pas très très efficace, comparé aux éléments plus lourds comme le carbone et l'oxygène. Et du coup, ça c'est vraiment la grosse différence par rapport à la formation des étoiles actuelles. Et parce que même en très faible quantité, ces éléments lourds jouent un rôle majeur. Du coup, ici on n'a qu'une seule espèce, le dihydrogène, du coup, H2, qui est beaucoup moins efficace. Et la grosse conséquence de ça, c'est que ça va favoriser l'effondrement de très gros nuages de gaz. Disons que ça va empêcher que des petits nuages s'effondrent
On va avoir que des énormes nuages qui vont s'effondrer. Et du coup, on peut penser qu'on n'aura que des étoiles plus massives. Donc entre 10 et 10 puissance 3 masses solaires. Ça, c'est le symbole pour la masse du Soleil. Ça, c'est très massif. Il y a très peu d'étoiles qui font plus de 100 masses solaires dans la galaxie. Alors 10 puissance 3 masses solaires, c'est énorme. Sur la droite, vous avez le résultat d'une simulation numérique. Et ce qu'on voit, c'est la température du gaz. Alors vous voyez qu'on commence en A avec des filaments qui sont un peu chauds, mais ça va. Et au centre, un énorme nœud, mais du coup, c'est l'espèce de protogalaxie qu'on voyait avant, qui est assez chaude. Si on continue à zoomer et à avancer, on voit qu'on commence à voir des zones très chaudes. Là, on va dans le nuage. Et au centre, on a des zones plus froides. Ça, c'est parce qu'on a du dihydrogène qui s'est formé à l'intérieur du nuage. Là, il n'y a pas de dihydrogène parce que les conditions chimiques font qu'on ne peut pas avoir de dihydrogène. Par contre, au centre, la température, la densité font qu'on a du dihydrogène, du H2. Et du coup, on peut refroidir un peu. Mais bon, là, on voit un peu des turbulences et du gaz. On continue encore à zoomer. Là, on voit que ça se réchauffe un peu encore. Là, si on voit encore, là, ça se réchauffe un petit peu. Et là, en fait, on a de nouvelles réactions qui font que... Ah mais non, là, l'étoile s'est formée, je pense. Là, on a un disque. Du coup, là, on voit une espèce de proto-étoile. Là, on commence à devenir un disque. Et là, au centre, on a une étoile. Là, l'échelle de température, elle a bougé entre les différentes images. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, on a une étoile. Du coup, voilà pour le scénario de formation des étoiles, de ces étoiles-là. Alors, à quoi elles ressemblaient, ces étoiles? Comme on l'a dit, on pense qu'elles étaient un peu plus massives que les étoiles actuelles. Bon, alors, les estimations sont assez peu... Il n'y a pas de consensus, on va dire, entre 10, 300, peut-être encore plus, masses solaires. Et il y a peut-être des étoiles encore plus massives. On va y revenir. Alors, la taille, sans doute un petit peu plus petite que les étoiles actuelles, à cause de l'absence de métaux, du coup, qui forcent plus de réactions au centre. Alors, leur température. Alors, il faut savoir que la température d'une étoile, elle est assez reliée à sa masse. C'est-à-dire que plus une étoile est massive, plus elle est chaude. Mais du coup, on peut comparer une température d'étoile à masse équivalente. Et du coup, à masse équivalente, on pense qu'elles étaient un peu moins chaudes. Mais ça reste quand même extrêmement chaud. Vous voyez, ça reste 100 fois plus chaud que le Soleil parce qu'elles sont très massives. Et du coup, si on les voyait à l'heure actuelle, elles apparaîtraient plus bleutées parce qu'elles sont plus chaudes. Alors, la durée de vie, c'est une bonne question. Alors, en fait, la durée de vie d'une étoile, elle est inversement proportionnelle à la masse. C'est-à-dire que plus une étoile elle est massive, plus sa durée de vie sera courte. C'est un peu un contre-intuitif, mais c'est dû au fait que plus une étoile elle est massive, plus elle va chauffer, comme on a vu, et du coup plus elle va consommer rapidement tout son carburant. Du coup, si on a des étoiles massives, la durée de vie est très courte. Vous voyez, 2 à 3 millions d'années, c'est très, très rapide. Par comparaison, le Soleil, il dure 10 milliards d'années. Du coup, le Soleil, c'est une étoile gentillette, mais elle va durer longtemps. Et 2-3 millions, c'est vraiment très très rapide à l'échelle de l'univers. Ah oui, du coup, on peut se poser la question de la fin de vie. Alors, si on a des étoiles peu massives, ça va former une naine blanche. C'est un peu le classique pour toutes les étoiles. Si elle est plus massive, on a une supernova. Et ensuite, suivant la masse initiale, soit on a une étoile à neutrons, si elle fait entre 9 fois la masse du Soleil et 40 fois la masse du Soleil. Et si elle est encore plus massive, elle effondre et on a un trou noir à l'intérieur. Donc ça, c'est pour à quoi elle ressemblait un petit peu. Maintenant, on peut s'intéresser à la conséquence de leur existence. Parce que, comme on l'a dit, elles vont assez avoir une influence énorme sur le futur de l'univers. Du coup, on reprend. On a un nuage de matière noire et de gaz qui va s'effondrer sous son propre poids. Ensuite, du coup, on reprend un peu les étapes. Le gaz s'effondre. On a la formation d'un disque, du coup par gravité. Les régions les plus denses vont donner naissance aux premières étoiles. Là, on a des premières étoiles.
Tac. Si on zoome sur une étoile, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un astre qui brille. Comme on a vu, il brille, elles sont plutôt massives. Principalement, il va émettre aussi du rayonnement ultraviolet. Et ce rayonnement ultraviolet, il va avoir un effet sur le gaz autour, qui est composé d'hydrogène et d'hélium, mais d'hydrogène et d'hélium neutres. C'est-à-dire que l'hydrogène a un électron, l'hélium, comme il y a 2 protons, il a 2 électrons. Et en fait, ce rayonnement a le pouvoir d'éjecter l'électron du proton d'hydrogène. Et du coup, on va avoir ce qu'on appelle un ion H+, ou proton uniquement. Et du coup, on va avoir des bulles où l'hydrogène sera ionisé. Et tout autour, le gaz restera neutre. C'est-à-dire qu'on aura encore protons et électrons, mais à l'intérieur, le rayonnement fera que l'électron part. Et ça, c'est ce qu'on appelle en fait la réionisation de l'univers. C'est-à-dire qu'au moment du Big Bang, on avait un milieu qui est ionisé, parce que c'était tellement chaud et dense qu'on avait un plasma. Ensuite, comme pendant l'âge sombre, tout s'est recondensé, du coup on a de nouveau eu un milieu neutre, composé uniquement de protons avec un électron. Et ensuite, la naissance des premières étoiles, des premières galaxies, etc., à ce qu'on appelle réioniser l'univers. Et à l'heure actuelle, l'univers qu'on observe, il est ionisé. C'est-à-dire que principalement, les protons d'hydrogène n'ont pas un électron qui tourne autour. Et du coup, on en a un ion H+. Ensuite, si on passe à la suite. Ensuite, ces étoiles, elles sont sans doute en majorité explosées en supernova. Et qui dit supernova dit explosion assez massive, qui du coup a à la fois participé au rayonnement, à la réionisation de l'univers, mais a aussi enrichi ça a enrichi le milieu en éléments lourds. En effet, lorsqu'une supernova explose, c'est une étoile en fin de vie, et une étoile en fin de vie, elle a consommé tout son hydrogène, tout son hélium, et du coup elle est très riche en carbone, en oxygène, en fer, tous ces matériaux assez lourds, qui vont jouer ensuite un rôle extrêmement important pour la formation des étoiles successives. Et du coup, comme je vous l'ai dit, les étoiles actuelles, en fait, elles bénéficient, quand elles se forment, du travail des étoiles passées qui ont enrichi, qui ont créé du carbone et de l'oxygène, notamment pour que la formation des étoiles soit plus efficace. Ensuite, du coup, les zones les plus denses où on a eu des étoiles, elles vont fusionner sous l'action de la gravité. Du coup, on aura des zones de plus en plus denses. Et in fine, on aura des galaxies telles qu'on les connaît aujourd'hui. Du coup, un peu le travail de ces premières étoiles a été assez important. Notamment la réionisation de l'univers et l'enrichissement en éléments plus lourds de l'univers. Et une autre question, c'est est-ce qu'elles sont à l'origine des trous noirs supermassifs? Mais on va y revenir ensuite. Trous noirs supermassifs qui sont au centre de toutes les galaxies. On observe un trou noir qui est extrêmement massif, de l'ordre de 10 puissance 9 masse solaire. Et la question n'est pas résolue, est de savoir comment se sont-ils formés. Alors là, je propose un petit aparté sur les simulations numériques en astrophysique. Du coup, moi, c'est ce que je fais pendant ma thèse, et c'est comme ça que j'étudie les premières étoiles. Alors, je vais vous montrer ensuite quelques travaux qu'on peut faire avec les simulations numériques sur les premières étoiles. Mais pour l'instant, j'ai quelques slides sur qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on en fait. Alors, pourquoi des simulations numériques en astrophysique? Alors, il y a deux réponses. D'abord, en astrophysique, on ne peut pas faire d'expérience. Enfin, on bien très peu. Notamment parce que les échelles de temps ne sont pas humaines, lors de millions d'années. Et les distances aussi sont astronomiques, enfin sont vraiment très grandes, du coup on ne peut vraiment pas faire d'expériences. On peut faire des observations, mais on ne peut pas. L'avantage de l'expérience, c'est de dire dans certaines conditions initiales que je maîtrise, qu'est-ce qui va se passer. Et du coup, les observations, elles nous permettent de voir à un instant seulement l'état de l'univers ou d'un processus, mais elles ne nous permettent pas de comprendre vraiment. Et du coup, ce qu'on appelle aussi de temps en temps expérience numérique, ça permet de dire
avec ces équations-là, ces conditions initiales-là, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, quelles lois physiques? Du coup, si je choisis mes conditions initiales, quelles lois est-ce qui sont importantes dans l'univers? La principale loi, évidemment, c'est la gravité. On a aussi l'hydrodynamique, c'est-à-dire le mouvement du gaz, les transferts de rayonnement, quand les photons sont émis. On a aussi des champs magnétiques. Alors, si on se focalise sur la gravité, la loi de Newton, elle nous dit que deux masses s'attirent et que la loi est proportionnelle à la masse 1 fois la masse 2 sur r carré avec une constante g. Alors si on veut simuler par exemple uniquement la gravité, c'est facile parce que on connaît la formule. Mais le gros problème, c'est que par exemple si on veut simuler une infinité de particules, enfin on veut simuler beaucoup de particules pour que ça soit d'autant plus complexe, le problème c'est que chaque couple de particules va créer quelque chose à calculer. Du coup, si on a n particules, on va tout de suite avoir n2, n carré, force à chaque étape. Et ça complexifie tout de suite le nombre d'inconnus à calculer. Et du coup, ça fait des gros problèmes si on veut avoir un code d'autant plus précis. Et d'autant plus que, par exemple, le problème à 3 corps, à 2 corps c'est simple, mais dès qu'on est à 3 corps, il n'existe aucune formule, on ne peut pas le calculer à la main. Il faut vraiment, c'est chaotique, et il faut vraiment faire à chaque pas de temps ce calcul. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Là c'est un article qui est très vieux, de 1941, et c'est la première expérience de simulation numérique. L'idée était d'observer comment est-ce que ça se passe quand deux galaxies collisionnent. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est pas une simulation numérique, mais c'est une expérience d'analogie. C'est assez intéressant. L'idée est d'utiliser la lumière. Alors, chaque point de lumière, du coup une ampoule, ça va être un point de masse. Et comment est-ce qu'on va mesurer la force? Ben, on va faire une espèce d'analogie en se disant que si je regarde la puissance lumineuse, elle va aussi décroître quand 1 sur r carré, et bien je vais voir la direction de la force la plus importante, où je vais sommer les forces, et du coup il nous faut quelque chose qui nous capte la lumière, un bolomètre, quoi. Et ainsi là, vous voyez qu'on a une galaxie, chaque point c'est une ampoule, et en sommant, par exemple si je veux calculer les points pour celle-là, on somme toutes les contributions de chaque point de masse, et ainsi on peut, on somme par exemple l'intensité lumineuse qui vient de celle-là, plus l'intensité lumineuse, et on peut calculer comme ça. Alors ça c'est un travail qui a été fait à la main par notre ami Holmberg, enfin surtout par ses étudiants apparemment. Et à chaque pas de temps, on calcule. Du coup, j'ai une galaxie qui tourne par exemple dans un sens, une autre qui tourne dans un sens. Et à la fin, ils ont obtenu ça. Quand les galaxies, celle-là elle tourne comme ça à l'état initial, celle-là elle tourne comme ça, et ben on a une espèce de queue, comme ça. Et ça ressemble étrangement à ce qu'on observe. Par exemple, une collision de galaxies, ça c'est le M51, ouais. Et ben vous voyez qu'on observe à peu près la même chose. Et du coup, c'est assez rigolo. En 1941, ils ont déjà eu l'idée, avec cette analogie de lumière, de faire à peu près la même chose que ce que nous, on veut faire maintenant, mais avec des codes un peu plus puissants. Alors, on peut essayer d'optimiser l'algorithme. Par exemple, pour les codes à n corps, du coup, quand on veut calculer l'interaction entre n particules, il y a l'algorithme de Barnhut qui permet de, au lieu de calculer n carré fois n carré interaction, il permet de réduire. On peut aussi focaliser la résolution uniquement sur les zones importantes. Ça par exemple c'est des captures d'écran du code que j'utilise moi, le code Ramsès, et vous voyez que le maillage sur les zones pas importantes, il est gros, mais dès qu'on tombe sur des zones où il y a la matière, on coupe pour avoir une meilleure résolution dans les zones les plus importantes.
Ça, c'est pour la structure du code. Et ensuite, on va essayer de l'optimiser pour des machines, des supercalculateurs. Par exemple, on va découper le problème en un nombre de problèmes indépendants, de telle sorte qu'ils puissent être résolus indépendamment sur des grosses machines. Par exemple, on peut utiliser des grilles où on fait des lignes et on dit que, par exemple, la partie là, elle est gérée par le processeur 1, la partie là par le processeur 2, etc. Et ensuite, chaque partie est résolue plus ou moins indépendamment par chaque sous-partie du calculateur, en minimisant le nombre de communications. Et ça, ce qui nous permet de calculer des énormes simulations numériques avec des bonnes résolutions, de façon à simuler au maximum l'état de l'univers. Du coup, aujourd'hui, les simulations sont extrêmement développées et on peut simuler du coup, la dynamique du gaz, le rayonnement, le champ magnétique, l'évolution chimique du gaz à plusieurs millions de particules. Et du coup, ça nous permet de remonter au fond du flux cosmologique et de calculer ensuite qu'est-ce qui s'est passé suivant la physique qu'on inclut dans le code. Voilà, du coup, maintenant on peut revenir à nos premières étoiles. Maintenant on est là. Ici, on sait à peu près que les premières étoiles se sont formées, qu'elles ont ensuite qu'elles sont explosées en supernova et qu'on a eu ensuite les premières galaxies. Et par exemple, si on met ça dans un ordinateur, qu'est-ce qu'on peut voir? Du coup, là, on va simuler cette partie-là, à peu près. J'aurais pu pousser jusqu'ici. Au début, on a la fin de l'âge sombre, pas d'étoiles. Là, vous allez voir les premières étoiles qui vont apparaître. Et ensuite, elles vont exploser en supernova. Et quand une étoile elle explose en supernova, elle relâche, ça fait une bombe, quoi. Ça fait énormément d'énergie. D'où ça fait un flash de lumière. Ce qu'on voit là un peu aussi. Et ça influence énormément le milieu environnement. Et du coup, ça, c'est cette simulation-là qui a été faite par mon tuteur, qui est dans la salle, si vous voulez poser des questions. Et chaque flash, c'est un boule de supernova qui explose. Là, on voit encore les filaments, etc. Ça ressemble à des neurones du cerveau. Ouais, un peu. C'est la pensée là qui brille. C'est les neurones d'Einstein. Donc voilà. Du coup, c'est assez joli comme vidéo. Et vraiment, on voit du coup des zones plus denses qui se forment au fur et à mesure. C'est là qu'on va avoir des galaxies ensuite, ou des amas de galaxies, et de la matière qui tombe. Et chaque flash, c'est vraiment une supernova qui explose et qui relâche énormément de photons et d'énergie dans le milieu. Alors, d'un point de vue recherche, du coup, la grande question, c'est la masse de ces étoiles-là. Et ben, du coup, on les étudie beaucoup avec des simulations numériques. Et ça, par exemple, c'est un plot qui est sorti assez récemment, où on voit que, en fonction de la résolution qu'on prend, du nombre de halos, du temps de la simulation et de la physique inclus, et ben, il y a un énorme gap dans la simulation, dans les étoiles qu'on a à la fin de la simulation. Ça, c'est la médiane de la masse des étoiles formées. Et vous voyez qu'on va de 0,5 masse solaire en médiane à 100 ou 300 masses solaires, suivant l'article et surtout suivant la physique, la résolution, etc. Donc, ça veut vraiment dire qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur la masse des étoiles. On a tendance à penser qu'elle était plus massive, mais ça reste assez... il n'y a pas de consensus, quoi. Alors... On n'a aucune possibilité de vérifier la fiabilité de certains calculs? Si, mais c'est compliqué vu on va y aller ensuite. Je vais vous expliquer, mais il n'y a pas beaucoup d'observations possibles. Du coup, on sait que ce sont des codes qui sont valides pour les étoiles actuelles, et on sait qu'ils résolvent bien la dynamique du gaz. Mais ensuite, suivant la physique inclue,
on a des résultats différents. Ensuite, ouais, on peut s'intéresser au trou noir supermassif. Donc ça, c'est le schéma classique. Allez, c'est en anglais, c'est pas grave. C'est le schéma classique de formation des trous noirs. Ça, c'est du coup la masse du trou noir jusqu'à 10 puissance 9 masse solaire. Et ça, c'est le redshift. Du coup, c'est l'évolution de l'univers. Du coup, on a des trous noirs supermassifs qu'on observe à l'heure actuelle. Mais le problème, et c'est pour ça que ce graphe est un peu ancien, c'est qu'en fait, on observe des trous noirs très massifs, déjà très anciens. Du coup, là, c'est le temps. On va dire que c'est le redshift, ça correspond au temps. Là, c'est aujourd'hui. Là, c'est tout vieux. Et du coup, l'idée, c'est qu'on a observé des quasars à 7 égale, des trous noirs qui correspondent à redshift 7, Z égale 7, à 10 puissance 9 masse solaire. Du coup, vous voyez qu'on est ici. Et du coup, le problème, c'est comment expliquer ces trous noirs-là. Parce que c'est pas possible qu'un trou noir qui soit issu d'une étoile, par exemple une étoile primordiale, d'une centaine de masses solaires, ait pu grossir aussi vite, jusqu'à atteindre une masse aussi haute. Et du coup, ça c'est un petit souci. Et du coup, une des solutions, ce serait le collapse direct, et du coup des étoiles supermassives. Bon, alors ça c'est encore plus hypothétique, mais c'est une façon d'expliquer l'existence de ces trous noirs. Du coup, dans certains cas, des simulations numériques, bon, il faut pousser un peu la simulation numérique, hein, mais on montre que certaines étoiles supermassives peuvent se former via la technique du collapse direct. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a un nuage qui s'effondre d'un seul coup. Ça nécessite quelques conditions physiques, notamment le fait qu'il ne puisse pas se refroidir, mais qu'il s'effondre vraiment d'un seul coup. Et du coup, ça permet d'avoir un trou noir qui fait déjà 10 puissance 5 masse solaire. Du coup, on est déjà là, mais à redshift très haut, enfin du coup très ancien. Et du coup, si on commence avec une graine aussi massive, eh ben, on peut se dire qu'on peut aller on peut expliquer ces trous noirs. Alors le gros souci avec ces étoiles-là, c'est que on a du mal à les observer. Alors moi je vous rappelle, nous on est ici, et du coup si on veut regarder dans le passé, dans l'univers, vu que la vitesse de la lumière est finie, eh bien on regarde loin. Et du coup il nous faut regarder extrêmement loin pour aller voir les premières sources de lumière de l'univers. Le problème, c'est que vous voyez bien, bon, déjà, même si elles sont brillantes, elles sont assez loin, du coup très faibles. Elles sont, et puis aussi, il y a du gaz qui absorbe et tout. Mais si on veut quand même aller les voir, qu'est-ce qu'on va regarder? Du coup, il nous faut un télescope qui soit le plus sensible possible. Parce qu'il nous faut être très sensible au moindre photon qui vient du fin fond de l'univers. Du coup, pour ça, on peut prendre par exemple le télescope Hubble. Et du coup, ça c'est l'amas, un amas qu'il a pris en photo. On voit les arcs. Et vous voyez que ça, déjà là, on voit des galaxies bien rouges, surtout derrière toutes ces galaxies qui sont derrière l'amas. Du coup, ça c'est des lentilles gravitationnelles qui sont dues à l'amas extrêmement massif qui est au centre. Du coup, celles-là, elles sont très, très anciennes puisqu'elles sont derrière l'amas. Ensuite, on peut prendre le même télescope, le même amas mais avec James Webb. Et du coup, vous voyez qu'avec encore un peu moins de pause, on voit encore mieux les galaxies très lointaines, genre celle-là. Du coup, ça c'est assez bluffant, la différence de sensibilité entre ces deux télescopes. Mince. Là, vous voyez, là, quand on synchronise les images, c'est vraiment rien à voir. Comment? Mince. Le problème, du coup, c'est que si on cherche une détection directe, c'est très compliqué parce que ces étoiles-là, elles étaient très peu brillantes. Enfin, elles étaient très brillantes, mais vu qu'elles sont très loin, elles sont encore moins brillantes. Du coup, même avec le télescope James Webb, ça va être compliqué de les observer. Parce que même s'il est très puissant, il risque de ne pas être assez puissant pour voir une étoile seule. En revanche, il pourra très bien voir des amas, du coup des groupes d'étoiles,
parce que du coup, plus on est nombreux, plus on brille. Et une autre technique, ce serait en utilisant une lentille gravitationnelle qui serait parfaite, genre parce qu'on aurait un énorme zoom sur une étoile en particulier qui serait derrière. Là, il aurait possibilité de descendre à des magnitudes qui nous permettraient de voir ces étoiles-là. Et du coup, ça, c'est une photo, je pense, de l'une des plus vieilles galaxies qu'il a détectées. On remonte vraiment au tout début de l'univers, mais pas encore à ces étoiles-là. Alors, une deuxième possibilité, c'est vers les supernovas. Alors, comme ces étoiles sont assez massives, elles ont souvent fini leur vie en supernova, en explosant. Et du coup, une supernova, c'est très brillant. Et du coup, il y aurait une possibilité de voir que c'est très court, ça va durer une semaine. Et du coup, il faut regarder au bon moment, au bon endroit. Mais ça reste un événement qui est assez rare. Mince. Alors, deuxième possibilité. Ouais. Oui, ok. Une autre conséquence de leur existence, c'est ce qu'on appelle la. C'est un peu technique, mais l'idée c'est que les premières étoiles-là, elles vont changer l'état du gaz. Et du coup, il y a un signal qui peut être détecté grâce à l'arrêt à 21 cm de l'hydrogène. Alors ça, ce qui est plus intéressant, c'est comment est-ce qu'on a réussi à plus ou moins détecter ce signal, même si ce n'est pas encore certain. C'est avec cette espèce de table au beau milieu du désert australien. C'est l'expérience EDGE. Alors il nous faut, du coup, on va essayer de détecter quelque chose dans les ondes radio, parce que c'est l'arrêt à 21 cm. Du coup, il faut trouver un endroit où il y a très très peu d'ondes radio sur Terre, ce qui est assez compliqué. Mais apparemment, dans le désert australien, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup d'ondes radio. Et avec cette table-là, qui est sensible à des longueurs d'onde assez grosses, enfin des ondes radio, ils ont réussi à détecter cette espèce de signal qui est extrêmement faible, vraiment très faible, et qui montre qu'à un moment, on a une absorption de l'arrêt qui serait liée aux premières étoiles. Alors du coup, ça contraint le moment où elles sont apparues. Et puis ça contraint aussi le gap qui n'est pas encore très bien compris parce qu'il est 2 fois supérieur à ce qu'on s'attendrait. Mais ça reste un signal qui est extrêmement faible. Et rien que de pouvoir le détecter, ça a demandé beaucoup de travail et d'ingénierie. Alors, qu'en est-il si on peut les détecter dans l'univers qu'on a autour de nous? Parce qu'en effet, si elles se sont formées là, ici, mais que leur durée de vie est suffisante pour qu'elles arrivent jusque-là, jusque chez nous, en fait, il y en a juste à côté de chez nous, des étoiles primordiales. Le grand problème, ça va être que si elles se sont formées là et qu'elles sont encore là, c'est qu'elles ont une durée de vie longue, et du coup, que ce sont des étoiles très peu massives, à peu près la masse du Soleil ou encore moins. Et en fait, détecter des étoiles de masse, la masse du Soleil, on a détecté beaucoup du coup pour retrouver des étoiles très anciennes. C'est assez compliqué parce qu'elles sont très peu brillantes, notamment les naines brunes. Donc la question c'est aussi comment est-ce qu'on peut voir une étoile et se dire c'est une étoile primordiale. Bon, alors du coup on va se chercher dans le voisinage de la galaxie. Et en fait, le grand trick pour dater une étoile, c'est d'estimer sa concentration en métaux, du coup en éléments qui ne sont pas de l'hydrogène et de l'hélium. Parce que si une étoile est pauvre en métaux, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup de carbone, pas beaucoup d'oxygène, on va se dire qu'elle est née dans un univers où il y avait peu de carbone et peu d'oxygène, et du coup qu'elle est née assez jeune dans l'univers. Et du coup, moins une étoile elle a de métaux, du coup d'éléments lourds, plus elle est ancienne. Et les éléments lourds, on peut les détecter dans les étoiles via les raies d'émission, d'absorption. Et du coup, on a une façon de dater à peu près l'âge à laquelle s'est formée une étoile. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, dans le Voie lactée, eh bien,
les amas d'étoiles qu'on observe, vous voyez l'amas d'Hercule, en fait, leur métallicité, elle varie énormément. Du coup, on a des amas qui sont en rouge, qui sont la métallicité du Soleil. Du coup, ils contiennent autant d'éléments lourds que le Soleil. D'autres qui sont plutôt bleus, comme ce courant d'étoiles-là, ou bien les jaunes, verts. C'est des amas qui sont très pauvres en métaux. Et du coup, ça veut dire que ces amas-là, ils se sont formés dans l'univers très jeune. Ceux-là, ils ont été au fur et à mesure accrétés et sont arrivés en orbite de la Voie lactée. Mais ils se sont formés très très jeunes, très tôt. Et du coup, il y a une petite course à trouver l'étoile qui sera la plus pauvre en métaux. Pour l'instant, on n'a pas détecté d'étoile qui n'a aucun métaux, vraiment zéro métaux. Mais par exemple, on a trouvé l'étoile de Cafo, qui a une étoile dans la constellation du Lion, magnitude 16, vous voyez, c'est pas très beaucoup, et qui a 10-7 fois de métaux que dans le Soleil. Du coup, c'est le petit point là, et du coup, ce petit point là, on a tendance à penser que c'est l'étoile la plus vieille qu'on ait jamais détectée. Mais elle a quand même 10-7 fois de métaux, c'est pas zéro. C'est une étoile naine qui a environ 13 milliards d'années. Du coup, vous voyez, on remonte vraiment aux confins de l'univers. Mais ce n'est pas une des étoiles primordiales. C'est une étoile qui s'est formée après la première génération d'étoiles. Voilà. Ah, il y a une autre technique, c'est via des ondes gravitationnelles. Ça, c'est encore plus hypothétique. L'idée, c'est de détecter, lorsque deux corps du coup, fusionnent, on peut détecter les ondes gravitationnelles émises. Et l'idée, c'est si on fait suffisamment de statistiques sur un grand nombre pourra remonter, vu qu'à chaque fois on peut remonter à la masse totale du système, au rapport des masses constituant et le spin, on pourrait obtenir des statistiques sur la masse des étoiles. Mais ça reste des mesures extrêmement difficiles, déjà par exemple parce qu'il faut pouvoir isoler les premières étoiles des étoiles successives. Ça, c'est pas évident. L'idée, c'est d'avoir suffisamment de statistiques, un grand nombre de détections, que pour l'instant on n'a pas, pour ensuite trouver des contraintes. Voilà, du coup, c'est la fin de la présentation. L'idée, c'est de remonter à la formation des premières étoiles, qui est une fenêtre unique sur le début de l'univers, qui nous permet, du coup, nous scientifiques, de sonder les conditions initiales, de sonder aussi la matière dans des conditions qu'on n'observe plus actuellement. Ça reste quelque chose d'extrêmement technique, puisque les observations sont très compliquées. On se repose beaucoup sur des simulations numériques et sur des calculs théoriques. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de remonter vraiment à l'origine, par exemple, de tous les éléments lourds qu'on a sur Terre, qui sont tous été formés en partie au moins par ces premières étoiles et par les générations d'étoiles successives. Et voilà. Enfin, voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci. Ouais. Parce que moi, au début, là, quand on a montré le code avec le Big Bang, le maintenant, ça me fait. À l'autre où il est marqué 0,1. Ah oui, le premier, oui. Comment on peut arriver à ce timing? Là, ça c'est des calculs, c'est que des calculs. Là on a eu ça. L'inflation, on a. En fait, il y a plein de faisceaux d'indices qui indiquent que c'est ça qui s'est passé, mais c'est extrêmement difficile. Là, on se dit qu'il y a des fluctuations. Déjà, ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre avec les équations qu'on a à notre disposition, le Big Bang. Les fluctuations quantiques, on se dit qu'il y avait si la mécanique quantique elle marchait, il y avait des petites fluctuations. Et là, le 10 moins 32 secondes, après le 1, 10 moins 6. Il y a aussi le fait que là, on a des mini-contraintes là-dessus, par exemple, sur le fait que la fusion n'a pas pu durer trop longtemps, sinon on aurait des éléments plus lourds qui se sont formés. Parce qu'au début, on part avec des protons.
on forme des atomes d'hydrogène, mais si on attend trop longtemps, on va former du fer, etc. Du coup, là, on a vraiment limité. Si on remonte là, et il y a aussi des contraintes là-dessus, c'est que, du coup, le fond diffus cosmologique est extrêmement homogène. Ça nous indique qu'à un moment, tout a été relié causalement. Ou bien, en tout cas, on a la même physique partout dans l'univers. Ça indique qu'on a eu quelque chose qui est peut-être quelque chose qui a un point. Enfin, vraiment quelque chose de proche. Et du coup, pour qu'on y arrive à ça, il faut qu'à un moment, ça s'est extrêmement agrandi. Et du coup, c'est pour ça qu'on pense que l'inflation, ça a duré extrêmement rapidement et que ça a duré assez peu de temps aussi. Comme ça, on a vraiment quelque chose qui est relié causalement partout. Ce qui explique pourquoi on observe partout la même chose. Pour les travaux de votre thèse, que vous êtes en train de faire, dans les simulations numériques, vous nous avez montré un certain nombre de lois que vous utilisez. Alors, il y a la thermodynamique, vous avez montré la loi de Newton, etc. Mais moi, j'avais cru comprendre que dans les simulations numériques, par exemple, qu'on utilise sur le LIGO, on va utiliser les équations des champs. On vous dit, par exemple, il y a eu des ondes gravitationnelles parce qu'il y a deux trous noirs qui sont rentrés l'un dans l'autre, etc. 2 heures après, on sait que c'est des trous noirs de telle masse. Comment ils peuvent le faire? C'est parce qu'ils ont fait des simulations dans lesquelles ils ont rentré les équations des champs. Et évidemment, c'est d'une complexité folle, mais il y a des très grands cerveaux qui arrivent à le faire, et ils comparent la donnée expérimentale, ce qu'on a sur le LIGO, et puis le champ. Et là, je vous avais montré, pour faire par exemple M51, vous avez M51, vous utilisez pas la loi de Newton, vous utilisez quelles sont les lois pour simuler ces... par exemple, les filaments là, comment c'est pas fait avec des équations relativistes? En fait, les simulations... Non, c'est la relativité... Comme paramètre, enfin comme équation dans votre code. En fait, ça dépend, les paramètres qu'on met dépendent de ce qu'on veut simuler. Et nous, en fait, nous, on n'a pas besoin de prendre les équations de la relativité parce qu'on est plutôt en champ faible. Et en fait, les filaments, c'est uniquement la gravité. Si on met des petites inhomogénéités dans un milieu et qu'on le laisse évoluer juste avec la gravité, on va avoir des filaments. La fusion de galaxies, par exemple, on parlait des galaxies supermassives du démarrage de l'univers, les SMB-BH, là. À ce moment-là, on a affaire à on va expliquer 10 puissance moins 9 M0. À ce moment-là, on se pose la question si ça ne doit pas être des équations relativistes qu'on utilise. En fait, ça dépend. L'espace est complètement déformé. Oui. À proximité unique. Je ne suis pas spécialiste. Non, mais si on se met à proximité d'un trou noir, il faut utiliser les équations de la relativité. Mais la Voie lactée, elle fait 52 000 années-lumière. Vous voyez, du coup, si on se met loin du trou noir, en fait, on a juste un point de potentiel énorme au centre, et puis ça tourne autour. Et nous, notre résolution, elle n'est pas suffisante, et en fait, on ne s'intéresse pas au centre. Si on voulait tout simuler, ou si on veut simuler vraiment, par exemple, la fusion de 2 étoiles à neutrons, ou de 2 trous noirs, là, il faut vraiment prendre des calculs relativistes, avec la relativité générale. Mais nous, en fait, on est plutôt en régime de champ faible. C'est-à-dire, la gravité, elle est importante, mais c'est pas au point de déformer l'espace-temps. Enfin, elle le déforme, mais l'approximation de Newton est tout à fait valable. Après, il y a d'autres codes astrophysiques, par exemple, pour faire un disque d'accrétion autour d'un trou noir. Et là, par contre, il faut prendre en compte la déformation de l'espace-temps. Et c'est beaucoup plus complexe parce que du coup, les coordonnées de temps, par exemple, ne sont pas les mêmes si on est proche ou on est loin du trou noir. Nous, par exemple, on a un pas de temps pour toute la simu. Et là, c'est extrêmement complexe parce que du coup, le pas de temps n'est pas le même suivant si on est proche ou loin du trou noir. Ouais. Je veux savoir quelle est la mémoire vive que vous avez besoin dans l'ordinateur. En fait, quelle est la Ça se compte en centaines de gigas par nœud. Et en fait, après, on peut utiliser des milliers de nœuds, en fait. Enfin, du coup, ça... En fait, des simulations, des grosses simus, elles font plusieurs téras. Chaque fois qu'on print toutes les données, pour avoir une image, c'est 1 téra. Du coup, vous voyez, il faut 1 téra peut-être de mémoire vive. Mais après, quand on a 10 000 nœuds, c'est facile d'avoir 1 téra, en fait.
Ouais. J'ai une question sur la durée de calcul et en lien avec votre recherche. Si ça dure un an, votre calcul, pendant une thèse, pas calcul pour la thèse, c'est un peu léger. Non, mais oui. voilà, je me pose la question de une simulation telle que vous l'avez montrée, ça met combien de temps pour sentir un peu justement Déjà, si le directeur de thèse est intéressé, il te proposera un truc qui est faisable en moins d'un an, tu vois. Mais du coup, moi, les simus que j'ai fait, c'est des plutôt petites. Ça fait quelques jours au centre de calcul de Lyon. Mais par contre, la simulation, la grosse là, elle est où? Celle-là, ça doit être de l'ordre de 20 millions d'heures de calcul, si je ne dis pas de bêtises. 2 ans. Celle-là. C'est la classique, c'est celle qui est partagée par tout le monde. Ah oui, oui. Elle a été faite à Lyon, et c'est un de mes tuteurs qui l'a faite. Oui. Il est dans la salle si vous voulez poser des questions. Mais du coup, ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Mais c'est aussi parce que quand on commence à avoir des milliers de nœuds sur des énormes calculateurs, il suffit qu'il y ait un bug à droite, à gauche, il faut recommencer à zéro, etc. Comment? Ah bah, s'il y a une coupure de courant, il faut... Pourquoi vous avez expliqué l'histoire comment on calcule la métallicité à partir du spectre des ondes gravitationnelles? Non, pas. C'était quoi? Compris comment ça fonctionne. Non, la métallicité, on la mesure sous Nine. Vous avez dit, on a un chemin de recherche qui dit qu'il y a des étoiles très anciennes. On va essayer, une des possibilités pour connaître les plus anciennes, celles qui ont une métallicité qui serait presque zéro, et ben on pourrait éventuellement utiliser les ondes gravitationnelles. Je pas compris. Non, justement, ce qui est compliqué avec les ondes gravitationnelles, c'est qu'on n'a pas l'information sur la métallicité. Et donc ça ne sert à rien. En fait, si on a beaucoup de statistiques, c'est-à-dire que si on a énormément d'événements de fusion, si on détecte plusieurs milliers d'événements de fusion, là on pourra commencer à dériver. Je ne comprends pas par quel chemin le fait d'avoir, je ne sais pas moi, parce qu'actuellement ils ont fait une centaine ou un millier de détections. Je ne sais pas exactement. Depuis 2015, comment est-ce qu'on pourrait, en regardant les statistiques de ces événements, comprendre la métallicité des étoiles? Non, on ne peut pas. Pardon. Oui, mais. C'est pour ça que je pose la question de savoir pourquoi les ondes gravitationnelles pourraient arriver à ce genre de trouvailles. On ne peut pas avec ça. On ne peut pas du tout. Mais parce que si on arrive à avoir suffisamment de statistiques, c'est une loi de statistiques. Si on arrive à induire qu'on sait exactement quel est le nombre de fusions avec à chaque fois la masse des astres, ensuite on pourra en déduire, sachant la formation stellaire actuelle et précédente, quelle part est due par exemple aux premières étoiles. Du coup c'est vraiment une question de statistiques et c'est difficile. Oui. Cela suppose que les premières étoiles aient une densité comparable aux étoiles à neutrons actuelles. Une étoile en fin de vie, elle va exploser en étoile à neutrons ou en trou noir. Actuellement, on a vu des fusions d'étoiles à neutrons et des fusions de trous noirs. Mais on n'a pas vu de fusion d'étoiles. Par les ondes gravitationnelles. Oui. Mais en fait, une fois qu'une étoile elle a explosé, elle va laisser derrière elle une étoile à neutrons ou un trou noir. Et du coup, c'est cet objet-là qui est relié, qui est le progéniteur de cette étoile-là, qui peut être intéressant en fait. Parce que si on. Et on n'arrive pas à retrouver. Modulo des théories qui te disent que si une étoile à neutrons elle fait tant de masse solaire, alors le progéniteur on estime qu'il était à tant de masse solaire. Oui. Mais oui, ça implique beaucoup de choses. Oui. Vous avez montré un tableau avec des variations très importantes de masse lors des simulations, de l'ordre de 1 à 600. Lorsque les auteurs font une simulation et la publient, ils ont des pistes pour expliquer les différences. Oui. En fait, la principale piste
entre guillemets, c'était les différences physiques. Certains ont mis des effets que d'autres n'ont pas mis. Par exemple, des flux de photons dus à d'autres étoiles. Et aussi la résolution. C'est-à-dire que la plus petite maille, la résolution à laquelle on descend, si la plus petite maille elle est assez grosse, on aura moins. Ce ne sera pas évident de vraiment discerner la masse de l'étoile, parce qu'elle sera vraiment sous la résolution de la grille. Mais par contre, on aura une plus grosse grille. Du coup, on pourra peut-être former plus d'étoiles dans d'autres endroits dans la simulation. Et on n'arrive pas à privilégier certaines masses. Si, en fait, tout est plus ou moins intéressant, mais après, c'était plus pour montrer que c'était. Bon, il y a un gros écart et aussi, on ne sait pas trop quel phénomène physique était important, quel est le flux de photons à certains endroits. Ça reste difficile à estimer. Et après, ça reste que la première génération d'étoiles, même si c'est très important, c'est que je ne sais pas exactement en nombre par rapport aux étoiles actuelles, mais c'est assez minime. Oui. Vous parliez tout à l'heure de connaître la masse d'une étoile en connaissant la masse d'une étoile à neutrons. Et comment on peut connaître la masse d'une étoile à neutrons? On met une balance là-haut Justement, grâce aux ondes gravitationnelles, elles vous donnent l'information sur la masse des deux objets. Comment? Avec les ondes. Oui. Ouais. Comment relativiste. Oui, c'est ça. En fait, on observe une onde, et en fonction de la longueur d'onde, la forme de l'onde en particulier, on a réussi à en déduire. Les étoiles à neutrons, elles sont une certaine tranche de masse. Oui. Il n'y a pas 40 masses solaires dans une étoile à neutrons. Oui. Sinon, ça se termine en trou noir. C'est vrai, ça. Oui, sinon ça tombe. Qu'est-ce qui permet de dire qu'au début de la sonde, c'est la matière noire qui dominait et qui a permis de concentrer toutes ces... C'est à la fois des théories sur le Big Bang et aussi des observations qui disent que la matière ordinaire a dû avoir un petit coup de pouce au début, un gros coup de pouce même au début, pour qu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire 14 milliards d'années après le Big Bang, on ait déjà des galaxies et tout, et même que... Ça reste une hypothèse. La matière noire, c'est à la fois une hypothèse et à la fois quelque chose dont on a du mal à se passer, quoi. C'est... Comment est-ce qu'on a introduit dans la civilisation introduit la matière noire pour pouvoir développer en fait, la matière noire, pour le coup... Comme elle n'a pas de propriété, on ne connaît rien de la matière noire, comment on peut l'introduire dans les calculs? En fait, c'est plutôt simple parce que du coup, sa seule action, c'est la gravité. Et du coup, on rajoute des petits points de masse suivant les conditions initiales, elles sont données par le fond diffus cosmologique. Du coup, on sait qu'elles correspondent à des petits points de masse. Et ensuite, ces petits points, ils ne réagissent que par la gravité. Alors que le gaz nécessite l'hydrodynamique, la mécanique des fluides, etc. Du coup, en fait, c'est plutôt... Et comment on est sûr que sa seule action, c'est la gravité? Ça, c'est les grandes théories. Le modèle standard dit que la matière noire, elle agit que par la gravité. Oui, c'est un postulat très fort. Oui, c'est un postulat, mais qui est plus ou moins vérifié. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on n'a jamais réussi à le mettre en exergue. Et il y a beaucoup de théories qui essayent de... alternatives, parce qu'on aimerait bien s'en passer, enfin, savoir ce que c'est en tout cas. Il y a une chose qui n'était pas qui a besoin d'expliquer, vous avez montré dans tous ces diagrammes-là, le fond diffus cosmique. Ouais. 3000 degrés, maintenant on le capte avec le redshift, on voit ça avec 2 degrés quelque chose. De 7. Et vous dites après, il y a la période sombre. Alors, pour les Béotiens, on a du mal à comprendre. C'était donc électromagnétique. Il a traversé un univers qui est devenu sombre. Oui. Avant la réionisation. Ouais. Et donc, on n'a pas visualisé la chose, comment de la lumière peut traverser un univers sombre. En fait, on dit qu'il est sombre. Le terme sombre est... Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'émission oui. dans cette période, c'est ça. Mais les photons continuaient. Oui. Le terme sombre, il n'est pas très clair, mais ça veut juste dire qu'il n'y a pas de source de lumière. On ne produit pas de photons à ce moment-là. Ce n'était pas un blackout. Mais par contre, oui. De radiation. Si nous, on avait été là-bas au moment-là, on aurait vu
on aurait vu un soleil partout, vu que le ciel, à ce moment-là, le fond diffus était à peu près à 3000 Kelvin, ce qui correspond plus ou moins à la température du soleil. Du coup, en fait, il aurait été appareil et ça aurait été extrêmement clair. Mais aucune source de lumière n'est produite à ce moment-là. Oui ? La présence de carbone, oxygène dans le nuage de gaz avait tendance à refroidir le Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors l'idée c'est que les raies d'émission, en fait un nuage quand il s'effondre, il peut refroidir en émettant des photons. Et ces photons, ils sont émis uniquement aux raies d'émission des éléments constituant le nuage. Et du coup, si on a des éléments qui émettent facilement des photons, en plus à des températures assez basses, le nuage il va se refroidir et en même temps il va émettre des photons jusqu'à atteindre une température très basse. Par exemple, une dizaine de Kelvin pour le carbone et l'oxygène, et qui en plus émettent fortement des photons. Et du coup, si on a du carbone et de l'oxygène, notre nuage il sera tout le temps à une très basse température. Du coup, on dit température, ça correspond à l'agitation thermique. Mais du coup, il se refroidit, l'agitation thermique faiblit, et du coup, il peut facilement s'effondrer. C'est-à-dire que la gravité peut facilement prendre le dessus sur l'agitation thermique. Tu as montré cette bande d'absorption sur le... Ouais. C'est un résultat de Goldman que j'ai présenté ici. Et ce qu'on pouvait en tirer il y a, je crois, 2 ans, 3 ans. Ouais, c'est assez vieux, ouais. Est-ce que ça... Alors, donc, c'est l'expérience Edge. Est-ce que ça a avancé? Parce que le signal sur-bruit de cette mesure était quand même pas terrible. Non, mais mais ça ouvrait des horizons extrêmement intéressants sur la date d'apparition des premières étoiles. Ouais. Et du coup, c'est ça que vous aviez présenté. C'est ça. Parce qu'après, il se sait qu'ils ont refait. J'ai pas spécialement surveillé, mais en tout cas, j'en ai pas trop entendu parler depuis. Oui. Je pense pas qu'ils aient peut-être qu'ils sont en train de reconstruire une expérience nouvelle pour essayer de capter la même chose, je pense même, mais je suis pas sûr qu'ils aient réussi à publier et donner entre temps. Parce qu'il faut voir que celui qui a fait cette mesure a passé 1 an pour acquérir ces données. Oui, c'est très difficile. Et puis 10 ans à construire la machine aussi. Enfin, ouais, ça reste. Alors, on avait des espoirs avec la mise en route du SKA. Est-ce que ça se concrétise? Le SKA, il faudra attendre, je ne sais pas combien de temps, mais au moins 10 ans, je pense, avant que ça se... Le SKA, c'est un énorme radiotélescope à l'échelle de la planète. Du coup, qui permettrait d'avoir une résolution assez bluffante, enfin, la meilleure résolution possible, à droite à gauche de la Terre, et ainsi avoir des... Mais ça mérite d'être une observation. Oui. Immense. Oui. Mais oui, c'est ça, avec ce sujet-là, il n'y a pas beaucoup d'observations, du coup on peut essayer de se rattacher à ça, et puis aux images du James Webb. C'est quoi les H1, H2 ? Ça doit être différentes courbes, sans doute par exemple, là ils ont rajouté un grillage, ils ont enlevé le grillage pour vérifier que... Bah justement, c'est lié à ça je pense, c'est différentes runs de mesure, sans doute avec des configurations différentes de l'array. Non, c'est vraiment juste la même mesure dans des conditions différentes pour vérifier si ça a une influence ou pas. C'est pas le message, c'est vrai que vous avez un message wow, parce que ça n'a pas doublé. Ah, je sais pas. Ok. Wow. Oui. Est-ce qu'il serait possible de revoir la simulation? Il y a des explosions de supernova. Ouais. Absolument magnifiques. Et savoir si on peut la retrouver quelque part. Ouais, tu peux sur Sphinx, je pense que tu tapes Sphinx collaboration, il y a un site internet. Et il y a d'autres images aussi, d'autres vidéos. Et d'autres simulations. Non, c'est la même simulation, mais avec plusieurs vidéos. Ouais. C'est la tête de lumière. Ça fait quelques milliards d'années, je pense. On compte plutôt en redshift.
sans s'endormir. Ouais. Après, il y a d'autres vidéos aussi, je sais pas si je les ai encore, mais... Bon, il faut les trouver. Enfin, du coup, sinon, là, on a le flux ionisant. Du coup, c'est juste les photons. Là, on voit qu'on a eu une supernova ou une étoile qui est née, là. Enfin, une supernova qui est née, qui émet beaucoup de photons. Là, on a le degré de hydrogène H2, ça veut dire H+. Du coup, là, c'est ionisé. Là, c'est neutre. Du coup, là, on voit qu'on a le début de la réionisation. Parce qu'on a juste un tout petit endroit qui est ionisé, l'autre est neutre. Là, c'est la densité, comme ce que je montrais. Et là, la température. Ici, c'est beaucoup plus chaud, parce qu'on a une explosion de supernova. Du coup, je sais pas si ça va marcher, parce que là, ça a l'air de... C'est un peu bizarre. Oui. Moi, j'ai fait des calculs de Monte Carlo. Ouais. Dans les calculs de Monte Carlo, il y a un nombre de particules, en fait, il y a un nombre de générations. Ouais. Et dans votre cas, vous, il n'y a qu'un nombre de particules où on recommence le calcul avec des conditions initiales différentes pour voir comment ça évolue. Bah, en fait, il y a des gens qui font un peu des simulations en version Monte Carlo, mais le problème de nous qu'on a, c'est que le calcul est assez important. C'est-à-dire, des conditions initiales à l'état final, il y a plusieurs millions d'heures de calcul. Du coup, ça peut être un frein pour faire des algorithmes de Monte Carlo. Et on est plutôt dans l'idée où on crée on crée énormément de données à partir d'états initiaux qui ont peu de données. Enfin, en fait, une condition initiale, c'est assez faible. Voilà, je sais pas si ça va marcher. Du coup, c'est une autre image de la même simulation. Et du coup, on voit que la réionisation commence, là, vraiment. Et là, l'univers est quasiment réionisé, vous voyez, et que du H+. Là, on a 1 de H+, 10 puissance 0. Et c'est aussi très chaud, hein, ça s'est réchauffé au fur et à mesure. Bien, on vous remercie. Merci.